Vous faites tout bien. Vous donnez, vous écoutez, vous aimez profondément. Et pourtant, regardez autour de vous. Regardez vraiment. Pourquoi les mêmes types de personnes reviennent toujours dans votre vie? Pourquoi ceux qui vous drainent, qui prennent sans jamais rendre, semblent vous trouver si facilement, comme s'ils vous avaient repéré à l'avance? Et pourquoi, à l'inverse, les personnes véritablement saines, celles qui pourraient vous offrir ce que vous cherchez depuis si longtemps, semblent glisser entre vos doigts sans explication, sans raison apparente, comme si quelque chose d'invisible les repoussait avant même qu'elles aient vraiment eu la chance de vous connaître? Tu t'es peut-être dit que c'était la malchance, ou que tu n'étais tout simplement pas fait pour ce genre d'amour, ce genre d'amitié. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit clairement. Ce n'est pas ton comportement qui détermine les gens que tu attires. Ce n'est pas ce que tu dis, ni ta façon de t'habiller, ni même tes choix conscients. Ce qui attire ou repousse les gens autour de toi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose que tu ne contrôles pas encore, parce que tu ne sais même pas que ça existe. Les anciens appelaient ça de nombreuses façons. Les yogis de l'Inde parlaient du chant pranique. Les philosophes hermétistes évoquaient la vibration subtile. Les chamans des traditions amérindiennes le nommaient le corps lumineux. Mais peu importe le nom, ils décrivaient tous la même réalité. Tu rayonnes en permanence un signal invisible. Un signal composé de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu n'as jamais guéri, de toutes les peurs que tu portes sans le savoir. Et ce signal, il parle. Il parle à chaque personne que tu croises, avant même que tu ouvres la bouche. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes a été gardé dans les traditions les plus anciennes du monde pendant des millénaires. Non pas parce que cette connaissance était interdite, mais parce qu'elle n'était transmise qu'à ceux qui étaient vraiment prêts à l'entendre. Écoute attentivement, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait changer la nature même des relations que tu attireras pour le reste de ta vie. Il y a une question que peu de gens osent vraiment se poser. Pas par manque de courage, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à la formuler correctement. Cette question, la voici. Et si les relations que tu attires n'étaient pas le fruit du hasard, mais le reflet exact de l'état intérieur que tu portes? Et si chaque personne qui entre dans ta vie n'était pas là par accident, mais comme une réponse précise à un appel que tu lances sans t'en rendre compte? Voilà le paradoxe que tu vis peut-être en ce moment même. Tu veux de la connexion profonde, mais tu te retrouves entouré de superficialité. Tu veux de la stabilité, mais tu attires le chaos. Tu veux de l'amour véritable, mais ce que tu reçois ressemble davantage à de l'épuisement déguisé en relation. Et le plus troublant dans tout ça, tu as peut-être déjà essayé de changer. Tu as peut-être fixé des limites. Tu t'es peut-être éloigné de certaines personnes, décidé de repartir de zéro. Et pourtant, quelques mois plus tard, les mêmes dynamiques réapparaissent. Des visages différents. Mais la même douleur. Pourquoi? Parce que ce que tu as changé, c'est le décor, pas le signal. Pense à ton champ énergétique comme à une fréquence radio. Si ton émetteur diffuse sur 87.5 FM, tu recevras uniquement les stations qui émettent sur cette même fréquence. Tu peux changer d'antenne, déménager dans une autre ville, acheter un meilleur récepteur, mais tant que ton émetteur reste réglé sur 87.5, tu capteras toujours les mêmes programmes. La fréquence que tu diffuses en ce moment n'est pas choisie consciemment. Elle s'est formée bien avant que tu aies les mots pour la décrire. Elle s'est construite dans les silences de ton enfance, dans les premières fois où tu as appris ce qu'était la sécurité ou son absence. Dans les moments où tu as compris, sans qu'on te l'explique, que l'amour était quelque chose qu'il fallait mériter, gagner, défendre.
Et cette compréhension-là, aussi fausse qu'elle soit, est devenue la base de ton émetteur intérieur. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent traverser la vie avec une légèreté désarmante? Elles ne sont pas nécessairement plus belles, plus intelligentes ou plus riches. Mais quelque chose dans leur présence attire naturellement la bienveillance. Les opportunités semblent les trouver. Les relations qu'elles construisent paraissent solides, nourricières, réelles. Et tu t'es peut-être demandé, qu'est-ce qu'elles ont que je n'ai pas? Le secret n'est pas dans ce qu'elles font. Il est dans ce qu'elles ne portent plus. Parce que la vérité, et elle est difficile à entendre, c'est que ce n'est pas ton manque d'amour qui repousse les bonnes personnes. C'est l'excès de protection que tu as construit autour de cet amour. C'est l'armure invisible que tu as forgée à chaque blessure, à chaque trahison, à chaque moment où faire confiance s'est retourné contre toi. Cette armure, tu l'as construite pour survivre, et elle a fonctionné. Elle t'a protégé quand tu en avais besoin. Mais maintenant, elle fait quelque chose que tu n'avais pas prévu. Elle communique à ta place. Voici ce que la science moderne commence à confirmer, et ce que les anciens savaient depuis des siècles. Le corps humain émet en permanence des signaux électromagnétiques mesurables. Le cœur seul génère un champ qui s'étend à plusieurs dizaines de centimètres autour du corps. Mais au-delà de la mesure physique, il existe quelque chose de plus subtil, de plus puissant. Le champ de cohérence émotionnelle. Quand tes émotions sont fragmentées, quand tu portes simultanément le désir de connexion et la peur d'être blessé, ce champ devient chaotique, incohérent. Et cette incohérence, elle est perçue, pas consciemment. Personne ne va te dire « Je sens que ton champ est chaotique ». Mais les gens le ressentent. Les personnes émotionnellement saines, celles qui ont fait leur propre travail intérieur, possèdent un système de détection finement calibré. Elles ne savent pas toujours pourquoi elles se sentent mal à l'aise avec certaines personnes. Elles ne peuvent pas toujours l'expliquer, mais elles le sentent. Et elles s'éloignent. Pas parce qu'elles ne t'aiment pas parce que tu ne vaux pas la peine, mais parce que leur propre système nerveux leur envoie un signal d'alarme subtil. Attention, quelque chose ici n'est pas résolu. À l'inverse, et c'est là où ça devient véritablement troublant, les personnes elles-mêmes non guéries, celles qui portent leurs propres blessures et leurs propres armures, ne ressentent aucun signal d'alarme face à toi. Au contraire, ton chaos résonne avec le leur. Ta blessure leur semble familière. Ton besoin d'être sauvé correspond à leur besoin de sauver, ou l'inverse. Et cette résonance-là est souvent confondue avec de la compatibilité, avec de la chimie, avec le sentiment d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui te comprend. Mais ce que tu ressens dans ces moments-là, ce n'est pas de la connexion, c'est de la reconnaissance d'une douleur familière. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. La connexion nourrit, elle t'élève, elle te laisse plus entier après chaque échange. La reconnaissance de la douleur, elle, crée de la dépendance. Elle attire parce qu'elle est connue, parce qu'elle reproduit ce que tu as toujours connu. Et cette reproduction, aussi douloureuse soit-elle, a quelque chose de rassurant. Parce que l'inconnu fait peur. Même quand l'inconnu s'appelle guérison. Voilà le piège. Et la plupart des gens y passent toute leur vie sans jamais comprendre pourquoi leur relation ressemble toujours au même film, avec des acteurs différents. Mais il y a quelque chose qu'on ne te dit pas encore. Quelque chose que les traditions les plus profondes de l'humanité ont cartographié avec une précision remarquable. Ce signal que tu émets, cette fréquence, n'est pas fixe. Elle n'est pas gravée dans ta biologie ou dans ton destin.
Elle est dynamique, vivante, et elle peut être recalibrée. Pas en une nuit, pas avec une formule magique, pas avec une affirmation positive répétée 100 fois devant ton miroir, mais avec une compréhension profonde de ce qui la génère. Et c'est précisément là où nous allons maintenant. Pour comprendre comment modifier ce signal, tu dois d'abord comprendre comment il s'est formé. Et pour ça, il faut remonter loin. Beaucoup plus loin que tu ne le penses. Il y a en toi une partie très ancienne. Pas ancienne au sens biographique, pas simplement ton enfance ou ton adolescence. Ancienne au sens presque archéologique. Une couche de toi-même qui a été façonnée avant même que tu aies la capacité de penser, de raisonner, de choisir. Cette partie de toi a une seule mission, une mission qu'elle remplit avec une efficacité absolue depuis ta naissance. Te maintenir en vie, te protéger, te garder en sécurité. Et pour remplir cette mission, elle a développé un système d'une sophistication extraordinaire. Elle observe, elle mémorise, elle catégorise. Chaque expérience que tu as vécue, chaque interaction, chaque moment de douleur ou de sécurité a été enregistré dans ce système. Pas comme un souvenir conscient que tu peux te rappeler et analyser, mais comme une réponse automatique, un réflexe émotionnel, une façon d'être dans le monde qui s'active avant même que tu t'en rendes compte. Les traditions orientales appelaient ce système le karma corporel, la mémoire que le corps porte des expériences passées. La philosophie hermétiste le décrivait comme les empreintes de l'âme. La neurobiologie contemporaine parle de conditionnement du système nerveux autonome, de mémoire somatique, de schéma d'attachement précoce. Mais ce que toutes ces traditions et toutes ces sciences décrivent, c'est la même chose. Tu n'es pas seulement ton histoire consciente. Tu es aussi, et peut-être surtout, la somme de tout ce que ton corps a appris à faire pour survivre. Et voici où ça devient crucial. Quand tu étais petit, si l'amour que tu recevais était conditionnel, s'il fallait te comporter d'une certaine façon, performer, te taire, ne pas déranger, ton système nerveux a enregistré quelque chose de fondamental. L'amour n'est pas sûr. L'amour, ça peut disparaître. L'amour, ça se mérite. Et pour mériter cet amour, il faut se surveiller, se contrôler, se protéger. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une accusation envers les personnes qui t'ont élevé. C'est simplement la façon dont l'être humain apprend. Nous absorbons les règles du monde avant même d'avoir les mots pour les questionner. Et ces règles deviennent notre programmation de base. Maintenant, imagine cette programmation comme une armure invisible. Une armure que tu portes en permanence, même quand tu dors, même quand tu ris, même quand tu crois être complètement ouvert. Cette armure a une texture, elle a un poids, et surtout, elle a une odeur émotionnelle que les autres perçoivent à un niveau subliminal, sans jamais pouvoir la nommer. Les personnes blessées, elles, reconnaissent cette odeur. Elle leur est familière. Elle ne les alarme pas. Elle les attire. Comme deux aimants dont les pôles s'alignent dans le désordre commun. Et tu les laisses entrer. Parce qu'eux non plus ne te font pas peur. Parce que leur chaos ressemble à celui que tu connais. Voilà le mécanisme. Nu, sans ornement. Et maintenant que tu le vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le savoir. C'est simple. Tu émets ce que tu portes, et tu attires ce que tu émets. La question n'est plus « Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes personnes ?» La vraie question, la seule qui compte, est celle-ci. Qu'est-ce que je porte encore, sans le savoir, qui continue d'envoyer ce signal? Et c'est là que commence la vraie transformation. Pas dans les actions, pas dans les stratégies relationnelles,
pas dans les listes de critères que tu établis pour ta prochaine relation, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fondamental, dans le signal lui-même. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre quelque chose d'essentiel, quelque chose que la plupart des approches du développement personnel omettent complètement, parce qu'elles sont trop pressées d'arriver aux solutions. Il existe 3 types de signaux émotionnels distincts que tu peux projeter. 3 fréquences fondamentales. Et chacune attire un type de personne différent avec une précision presque mécanique. Le premier signal, les anciens le nommaient la fréquence du sauveur. Imagine une personne dont toute l'identité s'est construite autour de l'idée d'être utile, d'être indispensable, d'être la solution aux problèmes des autres. En surface, ça ressemble à de la générosité, à de la bonté. Et d'une certaine façon, ça l'est, mais c'est une bonté qui cache quelque chose, une croyance profonde, enfouie, que l'on ne mérite d'être aimé que si l'on est utile, que l'amour se gagne par le service, que si tu cesses d'être nécessaire, tu cesseras d'être désiré. Ce signal attire des personnes qui ont besoin d'être sauvées, des personnes en crise permanente, des personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se prendre en charge. Parce que leur chaos répond à ton besoin d'être nécessaire. Tu te retrouves alors dans une relation qui ressemble à de l'amour, qui en a parfois le goût, mais qui fonctionne en réalité comme un échange. Tu donnes ta force, ils te donnent leur dépendance. Et quelque part, cette dépendance est rassurante, parce qu'elle confirme que tu as ta place. Le deuxième signal est celui de la forteresse. C'est peut-être le plus répandu et le plus mal compris. La forteresse, c'est quelqu'un qui a été profondément blessé par l'ouverture. Quelqu'un pour qui faire confiance s'est retourné contre lui de façon si douloureuse qu'il a décidé, un jour, consciemment ou non, de ne plus jamais laisser entrer aussi facilement. Ce signal ne ressemble pas à de la froideur. Souvent, la forteresse est chaleureuse en surface, même drôle, même attentionnée. Mais il y a une limite. Une paroi de verre invisible que tout le monde finit par toucher. Et quand les gens sains touchent cette paroi, quand ils sentent que pour aller plus loin, il leur faudra déployer une énergie extraordinaire, ils se retirent. Pas par manque d'intérêt, mais parce que les personnes émotionnellement équilibrées ne se battent pas pour entrer là où elles ne sont pas vraiment invitées. À l'inverse, certains types de personnalités voient cette paroi de verre comme un défi, une montagne à conquérir. Et ces personnes-là, souvent, ont leur propre dynamique problématique, le besoin de conquérir, le besoin de contrôler, le besoin de prouver qu'elles peuvent atteindre ce que les autres ne peuvent pas. Et c'est ainsi que la forteresse se retrouve avec le conquistador. Une relation qui commence par une intensité électrisante et finit presque toujours par une destruction mutuelle. Le troisième signal est celui du mendiant émotionnel. C'est la fréquence de l'anxiété d'attachement, la peur panique de l'abandon, le besoin constant de réassurance, l'hypervigilance aux signaux de rejet. Ce signal est peut-être le plus douloureux à porter, parce qu'il produit exactement ce qu'il cherche à éviter. Quand tu émets la fréquence du mendiant émotionnel, tu crées une pression invisible autour de toi. Les gens sains la ressentent. Elle leur donne la sensation d'être responsable de quelque chose d'immense, de ton bonheur, de ta sécurité, de ta stabilité. Et cette responsabilité est trop lourde, trop vite. Alors, ils s'éloignent. Et cet éloignement confirme ta peur la plus profonde, ce qui renforce le signal, ce qui éloigne les gens davantage, dans une spirale dont il est très difficile de sortir sans comprendre le mécanisme. As-tu reconnu l'un de ces signaux? Peut-être plusieurs à la fois. Ce n'est pas un défaut.
ce n'est pas une condamnation, c'est une information. Une information précieuse, parce qu'on ne peut transformer que ce qu'on voit clairement. Et maintenant, voici ce que les traditions ancestrales savaient, et ce que la compréhension moderne commence tout juste à articuler avec des mots différents. Ces signaux ne sont pas qui tu es. Ils sont ce que tu as appris à faire pour survivre dans un monde qui n'était pas toujours sûr. Ils ont rempli leur fonction. Ils t'ont protégé, mais ils ont aussi, silencieusement, redessiné la carte de tes relations, en éloignant précisément ce que tu désires le plus et en attirant précisément ce que tu connais déjà, même quand ce que tu connais te blesse. La bonne nouvelle, et elle est fondamentale, c'est que le signal peut changer. Pas par la volonté seule, pas par la pensée positive, pas par la force brute, mais par quelque chose de beaucoup plus puissant, la compréhension. Et après la compréhension, la recalibration. Une recalibration qui se produit à un niveau bien plus profond que le mental, au niveau du corps, au niveau de la mémoire cellulaire, au niveau de ce champ invisible que tu portes partout où tu vas. C'est précisément ce mécanisme de recalibration que nous allons explorer maintenant, couche par couche, sans raccourci, sans fausses promesses, mais avec une précision que les anciens maîtres réservaient à leurs disciples les plus engagés. Parce que toi qui es encore là, qui écoutes, tu as déjà prouvé que tu es prêt à entendre ce qui vient ensuite. Il existe une image que les maîtres soufis utilisaient pour enseigner à leurs disciples la nature du champ énergétique humain. Ils leur demandaient d'imaginer un lac de montagne, un lac parfaitement immobile, à l'aube, avant que le vent ne se lève. À la surface de ce lac, chaque objet alentour se reflète avec une clarté parfaite, les arbres, le ciel, les montagnes. La réalité se donne à voir sans distorsion. Mais dès qu'une pierre est jetée dans ce lac, des ondes se propagent. Et plus les ondes sont nombreuses, plus la surface devient chaotique, plus les reflets se déforment, se fragmentent, deviennent méconnaissables. Ton champ énergétique est ce lac. Et chaque blessure non guérie, chaque peur non regardée en face, chaque émotion réprimée, chacune est une pierre. Elles ne disparaissent pas. Elles continuent de générer des ondes, longtemps après que le moment qui les a créées soit passé. Et ces ondes, elles distordent ce que tu projettes vers le monde. Elles distordent aussi ce que tu perçois en retour. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le problème n'est pas simplement que tu attires de mauvaises personnes. Le problème est aussi que tu ne vois pas clairement les bonnes. Quand ton lac intérieur est agité, même une personne saine, stable, véritablement bienveillante, tu ne la reconnais pas facilement. Elle ne génère pas les frissons familiers. Elle n'active pas l'intensité que tu as appris à confondre avec de la passion. Elle te semble peut-être trop calme, trop simple, trop facile. Et sans t'en rendre compte, tu passes à côté d'elle. Tu la classes dans la catégorie « pas assez de chimie », alors que ce que tu appelles chimie n'est souvent que la reconnaissance d'une douleur familière sous un autre visage. As-tu déjà remarqué que les relations les plus intenses de ta vie ont aussi été les plus destructrices? Que là où tu ressentais le plus de connexion au début, tu as aussi connu les plus grandes souffrances ensuite? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la signature précise de la résonance blessure à blessure. L'intensité que tu ressentais n'était pas de l'amour. C'était de la familiarité déguisée en destin. Et maintenant, il faut aller plus loin. Il faut plonger dans le mécanisme lui-même, comprendre non seulement ce qui se passe, mais pourquoi ça se passe avec une telle régularité, une telle précision, comme si l'univers suivait une règle qu'on ne t'a jamais enseignée.
Les hermétistes de l'Antiquité avaient articulé ce principe sous une formule restée secrète pendant des siècles. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors. Cette formule n'est pas une métaphore poétique. C'est une description fonctionnelle de la façon dont la réalité s'organise. Ce que tu portes à l'intérieur se manifeste à l'extérieur, pas de façon mystique, pas de façon arbitraire, mais selon une logique aussi rigoureuse que celle qui fait tomber les corps vers le bas quand on les lâche dans le vide. La physique quantique, dans ses formulations les plus spéculatives, commence à toucher quelque chose de similaire. L'observateur influence ce qu'il observe. La conscience n'est pas un spectateur passif de la réalité. Elle y participe. Elle la co-crée. Et si cela est vrai à l'échelle subatomique, pourquoi ne le serait-ce pas à l'échelle des relations humaines? Pourquoi l'état de ton champ intérieur n'influencerait-il pas la qualité des interactions que tu crées autour de toi? Ce n'est pas de la magie. C'est de la cohérence. L'univers est cohérent. Et tu es partie de cet univers. Mais voici où ça devient vraiment intéressant, parce que si le champ que tu émets est déterminé par ce que tu portes à l'intérieur, alors la question n'est plus « comment changer mon comportement pour attirer de meilleures personnes ?» La question devient « qu'est-ce que je porte encore qui génère ce signal ?» Et cette question-là mène à un endroit que la plupart des gens évitent soigneusement. Parce que la réponse se trouve dans les couches les plus profondes de soi, dans les endroits où tu as rangé ce qui était trop difficile à regarder. Il y a dans chaque être humain ce que les traditions jungiennes appelaient l'ombre, la partie de toi que tu n'as pas intégrée, que tu as niée, refoulée, cachée même à toi-même parce qu'elle te semblait inacceptable. Peut-être ta colère, peut-être ton besoin de reconnaissance, peut-être ta jalousie, ta peur du vide, ton désir d'être vu vraiment, profondément, sans masque. Ces parties cachées ne disparaissent pas simplement parce que tu refuses de les regarder. Au contraire, elles s'accumulent dans le champ de ton aura comme des charges électriques non dissipées. Et elles cherchent à se manifester, souvent à travers les personnes que tu attires, qui te renvoient exactement ce que tu refuses de voir en toi-même. Imagine que tu portes une peur profonde de l'abandon. Tu ne le reconnais peut-être pas comme tel. Peut-être que tu te perçois comme quelqu'un d'indépendant, de fort, de pas du tout dans le besoin. Mais cette peur, même non reconnue, même niée, continue d'opérer. Elle opère à travers ton système nerveux. Elle opère à travers tes micro-expressions, ta façon de te tenir, la tension légère dans ta voix quand quelqu'un ne répond pas assez vite à ton message. Et ce signal, cette tension imperceptible pour toi mais perceptible pour les autres, attire précisément des personnes qui ont le pouvoir de confirmer ta peur. Des personnes ambivalentes. Des personnes qui soufflent le chaud et le froid. Des personnes dont l'amour est intermittent. Parce que leur intermittence correspond exactement à la fréquence que tu émets. J'ai peur d'être abandonné. Donc j'attire des situations où l'abandon est possible. Donc ma peur est confirmée. Donc le signal se renforce. C'est un cercle. Un cercle parfaitement refermé sur lui-même. Et le seul moyen d'en sortir n'est pas de courir plus vite à l'intérieur du cercle. C'est de le voir pour ce qu'il est. Les traditions bouddhistes avaient un mot pour décrire cet état. Samsara. Le cycle des répétitions. La roue qui tourne. Et ils enseignaient que la sortie du samsara n'est pas dans l'effort supplémentaire, ni dans la discipline accrue, ni dans la résignation. Elle est dans l'éveil, la capacité de voir le mécanisme pendant qu'il opère, de le regarder en face, sans jugement, sans résistance. Juste regarder.
Et dans ce regard, quelque chose commence à se dénouer, parce que ce que tu ne vois pas te contrôle. Ce que tu vois clairement perd une partie de son emprise. Alors regardons. Regardons ensemble ce qui se passe réellement dans le corps quand tu rencontres quelqu'un. Pas dans les pensées, dans le corps. Parce que c'est là que tout se décide, bien avant que ton mental n'intervienne avec ses analyses et ses rationalisations. Quand tu rencontres une personne nouvelle, ton système nerveux effectue une évaluation en une fraction de seconde. Cette évaluation est basée sur des données extraordinairement complexes, les micro-expressions du visage de l'autre, sa posture, le rythme de sa respiration, la qualité de son regard, des signaux chimiques transmis par l'air que tu respires. Tout cela est traité à un niveau subconscient, bien en dessous du seuil de la conscience ordinaire. Et en quelques secondes, ton système nerveux a déjà rendu son verdict. Mais, et c'est crucial, ce verdict n'est pas objectif. Il est filtré par toute ta mémoire émotionnelle. Si ton système nerveux associe certains patterns comportementaux à la sécurité, tu ressentiras de la sécurité même face à quelqu'un qui te mettra finalement en danger. Si ton système nerveux associe d'autres patterns à la menace, tu ressentiras de la méfiance même face à quelqu'un de complètement bienveillant. Tes réponses émotionnelles ne reflètent pas la réalité de l'autre. Elles reflètent ta mémoire de toi-même en relation. C'est pour cette raison que les conseils du type « fais confiance à ton instinct » sont dangereux quand on n'a pas encore recalibré son système nerveux. Parce que l'instinct d'une personne blessée n'est pas l'instinct d'une personne guérie. L'un reconnaît la sécurité, l'autre reconnaît le familier. Et le familier, pour beaucoup d'entre nous, a longtemps ressemblé à quelque chose qui faisait mal. Maintenant, voici quelque chose de fondamental. Quelque chose que les traditions de sagesse mondiale ont toutes cartographié sous des formes différentes, et que la compréhension contemporaine commence à valider avec de plus en plus de précision. Le champ énergétique humain n'est pas seulement émis par ton mental ou tes émotions conscientes. Il est principalement généré par le corps lui-même, par la qualité de ta respiration, par la tension ou le relâchement de tes muscles, par le rythme de ton cœur, par la façon dont tu occupes l'espace ou dont tu te fais petit dans cet espace. Cela signifie quelque chose d'extraordinaire. Tu peux commencer à modifier le signal que tu émets, non pas en changeant tes pensées, mais en changeant l'état de ton corps. Et cette voie est infiniment plus directe, infiniment plus puissante que toutes les affirmations mentales du monde. Les yogis savaient cela. Les chamans savaient cela. Les moines zen savaient cela. Quand ils enseignaient la méditation, la respiration, la posture, les mudras, ils n'enseignaient pas des techniques de relaxation. Ils enseignaient une recalibration du champ énergétique par la voix du corps. Ils enseignaient à leurs disciples à émettre délibérément, consciemment, une fréquence différente, une fréquence non plus de survie et de défense, mais d'ouverture et de présence. Et cette recalibration, elle ne change pas seulement les gens que tu attires. Elle change la façon dont tu perçois les gens. Elle calme les ondes sur ton lac intérieur. Et quand le lac est calme, tu vois enfin clairement ce qui se trouve vraiment devant toi. Tu es peut-être en train de te demander « Mais comment ? Comment recalibrer concrètement ce signal ? Quelle pratique, quelle technique, quelle approche peut vraiment produire ce changement à ce niveau de profondeur ? » C'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Et la réponse va peut-être te surprendre, parce qu'elle n'est pas là où tu l'attends. Mais avant d'y arriver, il faut encore comprendre quelque chose. Une dernière pièce du mécanisme que presque personne n'aborde,
parce qu'elle est la plus contre-intuitive de toutes. C'est la pièce qui concerne non pas ce que tu attires, mais ce que tu repousses. Et plus précisément, pourquoi les personnes saines, celles que tu veux vraiment dans ta vie, s'éloignent-elles parfois si rapidement? Voici ce que les traditions hermétistes décrivaient sous le concept de résonance inverse. Quand deux champs énergétiques entrent en contact, il ne se produit pas toujours une attraction. Parfois, il se produit une répulsion, non pas parce que les deux champs sont incompatibles au fond, mais parce qu'ils sont en désaccord de surface. Et ce désaccord de surface, il est créé précisément par les armures que nous venons de décrire. Imagine une personne qui a fait un travail profond sur elle-même, qui a traversé ses propres blessures, qui a appris à s'ancrer dans sa propre valeur, qui n'a plus besoin de l'approbation des autres pour se sentir entière. Cette personne émet une fréquence de cohérence, de paix intérieure, de stabilité. Et quand cette fréquence rencontre la tienne, chargée de protection, d'anxiété, de contrôle ou de besoin, quelque chose se produit qui ressemble à un court-circuit subtil. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. Ce n'est pas qu'elle te juge. C'est que ton champ crée en elle une forme d'inconfort dont elle ne comprend pas toujours l'origine. Elle sent qu'il y a quelque chose de non résolu dans l'espace entre vous. Et parce qu'elle a appris à respecter ce type de signal en elle, elle s'éloigne doucement, sans explication, sans drame, simplement parce que sa propre intelligence émotionnelle lui dit que quelque chose n'est pas aligné. Et toi, tu interprètes cet éloignement comme un rejet, comme une confirmation de ta peur la plus profonde. Tu n'es pas assez, tu n'es pas désirable, tu n'es pas fait pour ce type de relation. Ce qui renforce le signal, ce qui rend le champ encore plus chargé, ce qui éloigne encore plus les personnes saines. Tu vois le cercle? Maintenant que tu vois le mécanisme dans sa totalité, dans toute sa cruauté mécanique et dans toute sa logique implacable, il y a quelque chose d'important à te dire, quelque chose que les traditions de sagesse répétaient à leurs disciples dès qu'ils avaient compris la profondeur de leur conditionnement, dès qu'ils avaient vu clairement l'étendue du travail qui les attendait. Ce n'est pas ta faute. Rien de ce que nous avons décrit n'est le résultat d'un défaut de caractère, d'une faiblesse morale, d'une incapacité fondamentale à aimer ou à être aimé. Ce sont des mécanismes d'adaptation, des réponses intelligentes à des environnements qui ne t'ont pas toujours donné ce dont tu avais besoin. Ton système nerveux a fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il a appris, il a adapté, il a survécu. Le problème est simplement que ces adaptations, utiles à un moment, sont restées actives bien au-delà du moment où elles étaient nécessaires. Comme un système d'alarme qui continue de se déclencher longtemps après que le danger est passé. Pas parce que tu es brisé, parce que personne ne t'a appris comment l'éteindre. Et c'est précisément ce que les anciens savaient faire. Ce que les traditions de guérison les plus profondes ont toujours enseigné. Non pas comment supprimer le signal d'alarme par la force, non pas comment construire une armure encore plus épaisse, mais comment apprendre au système nerveux que la menace est passée. Comment lui enseigner que la sécurité est possible. Comment recalibrer, à la racine, la fréquence que tu émets. Cette recalibration a un nom dans les traditions orientales, le travail du Qi. Dans les traditions chamaniques, le retrieval de l'âme. Dans les pratiques hermétistes, la transmutation. Des mots différents pour désigner le même processus fondamental. La transformation d'une énergie stagnante, bloquée, défensive, en une énergie fluide, ouverte, vivante. Et ce processus commence toujours au même endroit. Il commence par le corps, par la respiration, par l'espace physique que tu occupes dans le monde.
parce que le corps est la porte d'entrée la plus directe vers le champ énergétique. Avant que les mots n'interviennent, avant que le mental ne commence à analyser et à résister, le corps peut déjà commencer à changer de fréquence. Et cette fréquence nouvelle, elle sera perçue. Elle sera perçue par les personnes que tu croises. Elle changera la qualité des espaces que tu habites. Elle changera, progressivement mais inéluctablement, la nature des relations qui gravitent vers toi. C'est simple. Désespérément simple, en fait. Et c'est peut-être pour ça que tant de gens passent à côté. Parce qu'ils cherchent quelque chose de compliqué, quelque chose de sophistiqué, quelque chose à la hauteur de la complexité de leur douleur. Mais la vérité est simple. Et les vérités simples sont souvent les plus difficiles à accepter. Le signal change quand le corps change. Le corps change quand il apprend que la sécurité est réelle. Et la sécurité devient réelle quand tu arrêtes de te traiter toi-même comme quelqu'un qui a besoin d'être protégé de la vie et que tu commences à te traiter comme quelqu'un qui a le droit d'y participer pleinement, sans armure, sans stratégie, sans calcul. Il y a un moment précis dans la vie de certaines personnes. Un moment qui ressemble à une rupture dans le tissu ordinaire du temps. Pas une révélation fracassante, pas un éclair de lumière. Plutôt quelque chose de plus discret, de plus étrange. Une sensation soudaine de voir depuis l'extérieur ce qui se passait depuis toujours à l'intérieur. Comme si tu te regardais depuis le plafond. Et que pour la première fois, tu voyais le schéma en entier, non plus fragment par fragment, mais d'un seul coup, dans sa totalité. Ce moment, beaucoup de gens le décrivent comme un effondrement. Mais les traditions de sagesse les plus anciennes le nomment autrement. Elles l'appellent le seuil, le point de bascule entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. Pas parce que quelque chose en toi s'est brisé, mais parce que quelque chose qui n'était plus utile a enfin lâché. Et c'est exactement là où tu te trouves maintenant. Au seuil, tu as vu le mécanisme. Tu as vu comment le signal s'est formé, comment il opère, comment il attire et repousse avec une précision que tu ne contrôlais pas encore. Et cette vision, même si elle est inconfortable, même si elle remue des choses que tu préférais ne pas regarder, cette vision est déjà une transformation. Parce que ce que tu vois, tu ne peux plus le subir passivement. La conscience est la première étape de la liberté. Mais la conscience seule ne suffit pas. Et c'est ici que beaucoup de gens qui comprennent intellectuellement ces mécanismes restent néanmoins bloqués. Parce qu'ils comprennent avec la tête, mais n'ont pas encore intégré dans le corps. Et comme nous l'avons vu, le corps est l'émetteur. C'est lui qui génère le champ. C'est lui qui porte la mémoire des blessures sous forme de tension, de posture, de schéma respiratoire, de façon de se tenir dans l'espace. Alors voici ce que les anciens maîtres enseignaient, pas comme une technique parmi d'autres, mais comme la pratique fondamentale, le socle sur lequel tout le reste repose. Ils appelaient ça l'ancrage, le retour au corps vivant. Imagine un arbre, un grand chêne de 300 ans. Ses branches peuvent être fouettées par le vent, tordues par la tempête, dépouillées par l'hiver. Mais ses racines, elles, s'enfoncent profondément dans la terre, une terre qui ne bouge pas, une terre qui porte, une terre qui nourrit. Et c'est cette connexion aux racines qui permet à l'arbre non seulement de survivre aux tempêtes, mais de continuer à croître, à fleurir, à offrir de l'ombre et des fruits. Tu es cet arbre. Et pendant des années, peut-être, tu as vécu exclusivement dans tes branches, dans le mental, dans les pensées, dans les analyses, dans les stratégies, dans les inquiétudes. Tu t'es éloigné de tes racines. Et un arbre sans racines, profondément ancré, est à la merci du premier vent venu. L'ancrage
tel que les traditions ancestrales le pratiquaient, n'est pas une technique de relaxation. C'est une recalibration fondamentale de ton rapport à toi-même et à la réalité. C'est l'acte de ramener ta conscience dans ton corps, non pas comme une idée, mais comme une expérience physique, sensorielle, vivante. Sentir le poids de ton corps, sentir le contact de tes pieds avec le sol, sentir l'air entrer et sortir de tes poumons. Pas y penser, le sentir. Et dans cet espace de présence corporelle, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le système nerveux reçoit un signal qu'il attend peut-être depuis des années. Je suis ici. Je suis en sécurité. Il n'y a pas de danger immédiat. Je peux relâcher. Ce signal, ce simple signal de sécurité envoyé par la présence consciente dans le corps, commence à dissoudre les charges accumulées dans le champ énergétique. Pas toutes d'un coup, pas en une session, mais progressivement, couche par couche, comme la glace qui fond sous un soleil de printemps. Et à mesure que ces charges se dissolvent, le signal que tu émets change. Il devient moins défensif, moins tendu, moins chargé de besoins non exprimés et de peurs non regardées. Et les gens le sentent. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais ils se sentent différemment en ta présence. Plus à l'aise, plus détendus, plus enclins à s'ouvrir, à rester, à revenir. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes ont cette qualité de présence qui fait que tu te sens immédiatement en sécurité avec elles? Pas parce qu'elles disent les bonnes choses, pas parce qu'elles jouent un rôle particulier, mais juste parce qu'elles sont là, vraiment là, avec tout leur corps, avec toute leur attention. Cette qualité n'est pas un don inné, c'est le fruit d'un travail. C'est le résultat d'une pratique d'ancrage, consciente ou non, qui a progressivement transformé leur champ énergétique en quelque chose d'accueillant, de stable, de sûr. Et cette qualité, tu peux la cultiver. Pas en imitant un comportement extérieur, mais en faisant le même travail de l'intérieur. Mais il y a une autre dimension de cette recalibration que les anciens considéraient comme encore plus fondamentale que l'ancrage. Une dimension qui touche à quelque chose de beaucoup plus profond, à la racine même de la façon dont tu te perçois dans le monde. Et cette dimension, elle a tout à voir avec quelque chose que tu portes peut-être depuis si longtemps que tu ne le vois même plus. Quelque chose qui fait partie de l'air que tu respires, tellement il est devenu familier. C'est la conviction que tu n'es pas assez intéressant, pas assez beau, pas assez fort, pas assez méritant, pas assez quelque chose. Cette conviction prend des formes différentes chez chacun. Parfois, elle est consciente et tu peux la nommer. Souvent, elle est enfouie et elle opère uniquement à travers ses effets. La façon dont tu te rapetisses dans certains espaces, dont tu n'oses pas exprimer tes besoins, dont tu acceptes moins que ce que tu mérites. Parce qu'au fond, une petite voix dit que c'est tout ce à quoi tu as droit. Cette conviction n'est pas la vérité. Elle n'a jamais été la vérité. Mais elle a été apprise si tôt, dans des circonstances si fondamentales, qu'elle est devenue indiscernable de la réalité. Et elle génère en permanence un signal particulier dans ton champ, un signal de contraction, de manque, d'insuffisance, qui est perçu par les personnes autour de toi avant même que tu aies dit quoi que ce soit. Les traditions de sagesse avaient une approche radicale pour travailler avec cette conviction. Une approche que l'on pourrait appeler le retournement. Non pas le nier, parce que nier une conviction profonde ne la dissout pas, ça la renforce. Mais la regarder en face, reconnaître sa présence et ensuite se poser une question que la philosophie existentielle la plus courageuse a toujours posée.
Cette conviction est-elle vraie? Pas. Est-elle confortable? Pas. Est-elle ce que j'ai toujours cru? Mais est-elle vraie? Et quand tu poses cette question avec une honnêteté absolue, quelque chose d'étrange se produit. Tu commences à trouver des failles dans la conviction, des moments où elle ne s'appliquait pas, des preuves que tu avais ignorées parce qu'elles ne correspondaient pas au récit. Et dans ces failles, la lumière commence à entrer. Ce processus n'est pas rapide. Il n'est pas linéaire. Il y a des jours où la conviction reprend de la force, où l'armure se resserre, où le vieux signal revient avec une intensité qui te fait douter que quoi que ce soit ait vraiment changé. Ces jours-là font partie du chemin. Ils ne sont pas des échecs. Ils sont des tests de profondeur, des moments qui révèlent jusqu'où le changement a vraiment pénétré. Les chamans avaient un dicton que leurs apprentis apprenaient dès le début de leur formation. La guérison n'est pas un événement, c'est un territoire. On n'arrive pas à la guérison comme on arrive à une destination. On l'habite progressivement, on l'explore, on y revient après s'en être éloigné, on la connaît de mieux en mieux avec le temps. Et dans ce territoire de la guérison, quelque chose commence à se transformer dans les relations. Pas parce que tu fais des efforts différents pour attirer différentes personnes, mais parce que tu es différent. Parce que ton lac intérieur est de plus en plus calme. Parce que le signal que tu émets parle désormais d'une autre langue. La langue de la présence, de l'ouverture, de la sécurité intérieure. Et les personnes qui répondent à cette langue sont d'un autre type. Elles n'ont pas besoin que tu les sauves. Elles n'essaient pas de conquérir ta forteresse. Elles ne cherchent pas à remplir leur propre vide avec ta présence. Elles viennent simplement, avec leur propre plénitude, leur propre ancrage, leur propre clarté. Et elles trouvent en toi un espace qui leur ressemble, un espace où il fait bon être. Un espace où la connexion est possible, non pas parce que vous vous complétez mutuellement dans vos manques, mais parce que vous vous reconnaissez dans vos forces. C'est une relation d'un type entièrement différent. Et elle ne peut que commencer par un changement en toi, pas dans ton comportement, dans ton être. Voici maintenant quelque chose que les traditions n'enseignaient qu'à ceux qui avaient démontré leur engagement dans le travail. Une vérité qui pourrait sembler paradoxale au premier abord, mais qui, une fois intégrée, change tout. La solitude n'est pas l'ennemi de la connexion. Elle en est la condition. Tant que tu cherches une relation pour fuir la solitude, pour combler un vide, pour ne plus être seul avec toi-même, tu cherches une relation pour les mauvaises raisons. Et ces mauvaises raisons génèrent un signal de manque, d'urgence, de besoin. Un signal qui repousse exactement ce que tu veux attirer. La véritable connexion ne naît pas du manque, elle naît de l'abondance. Elle naît de la capacité à être pleinement présent à soi-même, à être à l'aise dans son propre espace intérieur, à ne pas avoir besoin de l'autre pour exister, et de choisir malgré tout d'être avec l'autre, non par nécessité, mais par désir pur, par joie, par choix libre et conscient. Et c'est là, exactement là, que le signal change fondamentalement. Pas quand tu trouves la bonne personne, mais quand tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de la trouver pour être entier. C'est le paradoxe au cœur de tout ce que les anciens enseignaient. Et c'est vers ce paradoxe que toute cette compréhension nous mène maintenant, vers la révélation la plus profonde, la plus dérangeante et peut-être la plus libératrice de toutes. Mais pour comprendre pleinement ce paradoxe, il faut explorer une dernière couche du mécanisme, la couche la plus subtile, la plus difficile à saisir, et pourtant la plus transformatrice de toutes. C'est la couche qui concerne non pas ce que tu fais, ou ce que tu penses, ou même ce que tu ressens, mais la façon dont tu te tiens dans la relation à toi-même, quand personne ne regarde. Les maîtres zen avaient une pratique qu'ils appelaient
la cultivation de la présence dans le vide. Non pas le vide comme absence, comme manque, comme solitude douloureuse, mais le vide comme espace, l'espace qui précède toute forme, l'espace dans lequel tout peut émerger. Ils enseignaient à leurs disciples à habiter cet espace sans chercher à le remplir, à rester assis dans le silence de soi-même sans fuir vers la distraction, vers l'activité, vers le bruit. Et dans cet espace de non-fuite, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les couches successives des peurs, des besoins, des compulsions commençaient à remonter à la surface, non pas pour être combattues, mais pour être vues. Et dans ce fait d'être vues, elles se dissolvaient progressivement, comme des nuages que le vent traverse. Ce que cette pratique transformait, au fond, c'était le rapport à soi-même. La qualité de la relation intérieure. La façon dont tu te traites quand tu es seul avec toi-même dans le silence. Et cette qualité, elle est le miroir exact de la qualité des relations que tu attireras dans ta vie. Parce que la façon dont tu te traites toi-même définit le signal que tu émets sur ce que tu considères mérité, sur ce que tu t'autorises à recevoir, sur ce que tu permets ou n'autorises pas dans ta vie. Si tu te traites toi-même avec impatience, critique, dureté, si ta voix intérieure ressemble davantage à un juge impitoyable qu'à un ami bienveillant, alors le signal que tu émets dit aux autres « Je suis habitué à être maltraité. Je le tolère. Je le normalise même. » Et les personnes qui entrent dans ta vie traitent souvent les gens à peu près de la façon dont ces gens se traitent eux-mêmes. À l'inverse, quand tu commences à cultiver une relation différente avec toi-même, une relation de douceur, d'honnêteté, de respect, le signal change. Il dit « Je me connais, je me respecte, je sais ce qui m'est acceptable et ce qui ne l'est pas, et je suis suffisamment ancré dans ma propre valeur pour ne pas me laisser traverser par ce qui me diminue. » Ce signal n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la fermeture, c'est de la dignité. Et la dignité attire la dignité. Les traditions soufis parlaient du concept de huzn, une mélancolie sacrée, une tristesse douce qui naît non pas du désespoir, mais d'une profonde conscience de la beauté et de la fugacité de l'existence. Ils enseignaient que cette mélancolie, quand elle est pleinement accueillie plutôt que fuie, ouvre le cœur d'une façon que nulle autre expérience ne peut. Elle dissout les défenses non par force, mais par attendrissement. Elle transforme l'armure en membrane, poreuse, sensible, vivante, capable d'être touchée sans être détruite. Et c'est peut-être là l'image la plus juste de ce vers quoi tout ce travail tend. Non pas à l'élimination de toute sensibilité, de toute vulnérabilité, ce serait une forme de mort intérieure, mais à la transformation de la vulnérabilité d'une blessure en une force, de la sensibilité d'une faille en une ouverture, d'une peur de l'autre en une curiosité pour l'autre. Parce que les personnes véritablement magnétiques, celles que tu as peut-être croisées dans ta vie et dont la présence laissait une empreinte, ne sont pas magnétiques parce qu'elles sont parfaites, ni parce qu'elles ont tout résolu, ni parce qu'elles ne souffrent pas. Elles sont magnétiques parce qu'elles ont appris à porter leur humanité entière, y compris leurs blessures, y compris leurs doutes, y compris leurs nuits difficiles, avec une dignité qui ne se défend plus, une dignité qui s'offre. Et cette façon d'être dans le monde crée un champ que les personnes saines reconnaissent immédiatement. Pas un champ de perfection, un champ d'authenticité. Et l'authenticité, c'est ce que l'âme humaine cherche depuis toujours. Quelqu'un qui est vraiment là, vraiment lui-même, vraiment présent dans sa propre vie sans masque et sans stratégie. Voilà ce que ton aura peut devenir. Pas une construction, pas une performance, pas un rôle soigneusement joué pour attirer l'approbation.
mais le rayonnement naturel d'un être qui s'est réconcilié avec lui-même, qui s'est assis dans son propre vide, qui a regardé ses propres peurs en face, qui a choisi, jour après jour, de se traiter avec la même douceur qu'il offrirait à quelqu'un qu'il aime profondément. Et maintenant, nous arrivons au cœur de tout, à la révélation que les anciens gardaient pour la fin, non pas parce qu'elle était la plus difficile à comprendre, mais parce qu'elle n'avait de sens qu'une fois que tout le reste avait été compris. Une révélation qui change non seulement la façon dont tu te rapportes aux autres, mais la façon dont tu te rapportes à toi-même et à l'existence tout entière. Il y a une question que les philosophes les plus courageux de toutes les traditions ont posée, chacun à leur façon, dans des langues différentes, à des époques différentes, mais toujours avec la même urgence, le même tremblement dans la voix. Cette question, la voici dans sa forme la plus nue. Qui es-tu quand tu enlèves tout ce que tu as appris à être ? Pas le rôle que tu joues dans ta famille. Pas l'identité que tu as construite au fil de tes expériences douloureuses. Pas le personnage que tu as perfectionné pour survivre dans un monde qui ne semblait pas toujours accueillir qui tu étais vraiment. Qui es-tu sous tout ça ? Qu'est-ce qui reste quand on enlève l'armure, les stratégies, les peurs, les masques, quand on enlève jusqu'à l'histoire que tu te racontes sur toi-même ? Les maîtres védantiques appelaient cela le soi essentiel, l'Atman, cette conscience pure qui existe avant toute construction mentale, avant toute blessure, avant toute définition. Les mystiques chrétiens parlaient de l'étincelle divine en chaque être. Les bouddhistes zen la cherchaient dans le silence d'avant la première pensée. Et tous, sans exception, décrivaient la même expérience fondamentale. Sous toutes les couches de conditionnement, sous toutes les cicatrices, sous toutes les armures, il y a quelque chose d'intact, quelque chose qui n'a jamais été blessé, quelque chose qui n'a jamais eu besoin d'être protégé parce qu'il est, par nature, inatteignable. Et voici la révélation que les anciens gardaient pour leurs disciples les plus avancés. La raison pour laquelle ton aura repousse les bonnes personnes n'est pas, au fond, parce que tu as des blessures. Tout le monde a des blessures. La raison est que tu t'es confondu avec tes blessures. Tu as cru que tu étais ta douleur. Tu as cru que tu étais ton traumatisme. Tu as cru que les couches de protection que tu avais construites pour survivre étaient ta véritable nature. Et cette confusion, cette identification profonde avec la blessure plutôt qu'avec la conscience qui observe la blessure, c'est elle qui génère le signal. C'est elle qui crée le champ de survie, de défense, de manque. Parce qu'une blessure a besoin d'être protégée. Une blessure a peur. Une blessure cherche ce qui lui manque. Mais la conscience qui observe la blessure, cette conscience-là, elle n'a besoin de rien. Elle est déjà complète. Elle est déjà entière. Elle n'a pas peur. Et quand tu commences à t'identifier avec cette conscience plutôt qu'avec les couches de protection, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le champ que tu aimais. Il cesse d'être le signal d'un être en survie. Il devient le rayonnement d'un être en présence. Et cette présence, calme, enracinée, complète en elle-même, est la chose la plus magnétique qui existe. Pas magnétique, au sens où elle attire l'attention, où elle cherche l'admiration. Magnétique, au sens où elle crée un espace dans lequel les autres se sentent en sécurité d'être eux-mêmes. Et les personnes qui peuvent être elles-mêmes en ta présence ne repartent pas facilement. Elles reviennent, elles s'ancrent, elles contribuent, elles construisent avec toi quelque chose de réel. Voilà la vérité centrale que toutes les traditions de sagesse ont cherché à transmettre sous des formes différentes. Ce n'est pas la perfection qui attire l'amour véritable, c'est l'authenticité ancrée, c'est la capacité d'être pleinement, honnêtement,
courageusement toi-même, avec tes contradictions, avec tes zones d'ombre, avec tes aspérités, sans t'en excuser, sans t'en défendre, sans les cacher, juste les porter avec grâce, comme des aspects d'un être humain complet qui ne prétend pas être autre chose que ce qu'il est. Mais comment ? Comment concrètement commencer à s'identifier à cette conscience plutôt qu'aux blessures ? Comment initier cette recalibration dans la vie ordinaire, dans les moments quotidiens, sans nécessiter des années de retraite en monastère ou des pratiques inaccessibles ? Les anciens avaient des réponses d'une simplicité déconcertante. Et comme toutes les vérités simples, elles demandent non pas de l'intelligence, mais du courage. La première pratique est celle de l'observation sans jugement. Dans chaque moment où tu te surprends à réagir depuis l'armure, à te fermer, à te contracter, à te défendre, à trop en faire pour être aimé, fais une seule chose. Remarque, sans te juger, sans essayer de changer quoi que ce soit immédiatement. Juste, je remarque que je me suis fermé là. Je remarque que j'ai eu peur là. Je remarque que j'ai cherché à contrôler là. Ce simple acte d'observation crée une distance entre toi et le mécanisme. Et cette distance, aussi infime soit-elle au début, est le début de la liberté. La deuxième pratique est celle du retour au corps. À n'importe quel moment de la journée, et particulièrement dans les moments de stress relationnel, dans les moments où tu sens l'armure se resserrer, ramène ton attention dans ton corps. Sens tes pieds sur le sol, sens le poids de tes épaules. Prends une respiration lente et consciente, pas pour faire disparaître ce que tu ressens, mais pour te rappeler que tu as un corps, que ce corps est là, que tu es plus grand que ce que ton mental te dit en cet instant. La troisième pratique est celle de la parole vraie. Dans tes relations, commence à exprimer ce que tu ressens réellement. Non pas de façon agressive, non pas de façon stratégique, mais de façon honnête et directe. Non pas « tu ne fais jamais attention à moi », mais « j'ai besoin de me sentir considéré, et là, je ne me sens pas vu ». Cette façon de parler depuis le ressenti, plutôt que depuis le reproche, change fondamentalement la qualité de l'espace entre toi et l'autre. Elle invite la connexion au lieu de provoquer la défense. Et elle entraîne ton système nerveux à l'expérience que l'expression de tes besoins ne détruit pas la relation, qu'au contraire, elle la renforce. Et la quatrième pratique, la plus profonde, la plus transformatrice, celle que les maîtres gardaient pour la fin, c'est la pratique du choix conscient. Chaque jour, dans chaque interaction, tu as un choix. Un choix si fondamental que la plupart des gens ne réalisent jamais qu'ils le font. Tu peux choisir de réagir depuis la peur, depuis l'armure, depuis le besoin, depuis la blessure. Ou tu peux choisir de répondre depuis ta présence, depuis cette conscience calme, ancrée, complète, qui existe sous toutes les couches de conditionnement. Ce choix ne se fait pas une fois pour toutes. Il se fait dans chaque moment, dans chaque conversation, dans chaque silence inconfortable, dans chaque tentation de fuir ou de se défendre. Et à chaque fois que tu le fais consciemment, à chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la peur, tu renforces une nouvelle voie dans ton système nerveux. Tu réécris, neurone par neurone, la carte de ce qui est possible pour toi dans les relations. C'est lent, c'est non linéaire. Il y a des rechutes. Il y a des jours où l'armure reprend le dessus et où tu n'as même pas remarqué que tu l'avais remise avant qu'il soit trop tard. Ces jours-là ne sont pas des défaites, ils sont des enseignements. Ils te montrent les endroits qui ont encore besoin de travail, les couches qui n'ont pas encore été touchées par la lumière de ta conscience. Et progressivement, quelque chose commence à changer. Pas seulement dans les personnes que tu attires, dans tout, dans la qualité de l'air que tu respires dans tes relations,
dans la façon dont les espaces semblent s'ouvrir là où ils se fermaient avant, dans les coïncidences étranges qui commencent à se multiplier, les rencontres inattendues, les opportunités qui semblent surgir de nulle part, les personnes qui arrivent au bon moment, comme si quelque chose les avait guidés vers toi. Les anciens appelaient ça la grâce. La physique quantique spéculative parle de synchronicité, de cohérence des champs. Les neurosciences parlent de changement dans les patterns d'attention et de traitement de l'information. Mais peu importe le langage, l'expérience est la même. Quand ton champ change, ta réalité change. Pas parce que le monde extérieur a changé, parce que tu as changé la façon dont tu y participes. Et voilà la vérité finale, celle que les maîtres susurraient à leurs disciples dans les derniers moments de leur enseignement, quand tout le reste avait été dit. La vérité que j'ai gardée pour toi jusqu'ici. Tu n'as jamais été cassé. Jamais. Pas une seule fois dans ta vie. Tu as été blessé. Tu t'es adapté. Tu as survécu de la façon dont tu as pu, avec les ressources que tu avais, dans les circonstances qui étaient les tiennes. Et ces adaptations ont eu un coût. Le coût d'une partie de ton ouverture, d'une partie de ta confiance, d'une partie de ta capacité à recevoir ce qui était bon. Mais la partie de toi qui est capable de recevoir, qui a toujours été capable de recevoir, elle n'a jamais disparu. Elle attendait simplement que tu la retrouves. Et tu la retrouves maintenant. Dans cette compréhension, dans ce regard que tu portes sur toi-même avec un peu plus de clarté qu'avant, dans cette permission que tu commences peut-être à te donner, la permission d'être pleinement là, pleinement toi, pleinement vivant dans tes relations, sans armure et sans stratégie. Ton aura n'est pas un défaut à corriger. C'est un champ vivant à cultiver. Et à partir de ce moment, à partir de cette compréhension, la culture peut commencer. Qu'est-ce qui se passerait si, dès aujourd'hui, tu commençais à te traiter avec la même douceur que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes profondément? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu décidais, non pas d'attirer de meilleures personnes, mais de devenir le type de présence qui rend les bonnes rencontres possibles? Écris dans les commentaires. Quelle est la première armure que tu es prêt à poser aujourd'hui? Il y a quelque chose que je veux te dire avant de terminer. Quelque chose qui ne fait pas partie des techniques, ni des pratiques, ni des concepts philosophiques. Quelque chose de plus simple, de plus humain. Ce chemin que nous avons parcouru ensemble n'est pas un chemin vers la perfection. Il ne te promet pas une vie sans douleur, sans malentendus, sans relations compliquées. Les maîtres les plus sages que le monde a connus avaient des relations difficiles. Ils avaient des jours sombres, ils portèrent leurs propres contradictions jusqu'à la fin. Ce qu'ils avaient acquis, ce n'était pas l'immunité à la souffrance, c'était la capacité à traverser la souffrance sans s'y noyer, la capacité à sentir pleinement sans être emporté, la capacité à être blessé sans redevenir la blessure. Et cette capacité-là, elle se construit exactement de la façon dont nous en avons parlé. Pas en une nuit, pas avec une formule, mais avec la pratique patiente, répétée, imparfaite de la présence, de l'honnêteté, de la douceur envers soi-même, du choix, fait chaque jour, de sortir un peu plus de l'armure et d'essayer la vulnérabilité ancrée. Pas la vulnérabilité blessée qui cherche à être sauvée, mais la vulnérabilité courageuse d'un être qui sait qui il est et qui choisit de s'offrir quand même. Pense à tout ce que tu as enduré jusqu'ici. Pense à toutes les fois où tu t'es relevé, à toutes les fois où tu as continué, même quand continuer semblait insensé. Cette résilience en toi n'est pas le fruit du hasard. Elle est la preuve de quelque chose d'indestructible qui a toujours été là. Une force qui ne dépend pas de ce que les autres font ou ne font pas.
Une capacité à te tenir debout dans ta propre vie qui était là avant toutes tes relations et qui sera là après. C'est ça ton signal de base, avant les blessures, avant les adaptations, avant les armures. Ce signal de base dit « Je suis là, je suis vivant, je suis capable et d'une façon ou d'une autre, je continue. » Quand tu laisseras ce signal émerger, quand tu commenceras à l'amplifier consciemment à travers les pratiques que nous avons explorées, les personnes qui résonneront avec lui seront différentes de celles que tu as attirées jusqu'ici. Elles n'auront pas besoin de toi pour survivre. Et toi, tu n'auras pas besoin d'elles pour exister. Mais vous choisirez quand même d'être ensemble, par désir, par joie, par la reconnaissance de quelque chose de précieux dans l'autre. Et c'est là, dans ce choix libre, dans cette rencontre entre deux présences complètes, que commence ce que les anciens appelaient le véritable amour. Non pas le besoin déguisé en amour, non pas la peur déguisée en passion, mais l'amour dans sa forme la plus rare et la plus précieuse. Deux êtres qui se voient vraiment, qui se choisissent vraiment et qui construisent ensemble quelque chose qui élève chacun d'eux. Cette vision est possible pour toi. Elle l'a toujours été. La seule chose qui en séparait jusqu'ici, c'était la compréhension du mécanisme et la décision de commencer à le transformer. Tu as maintenant la compréhension. La décision t'appartient. Qu'est-ce qui se passerait si, dès ce soir, tu prenais 5 minutes, juste 5 minutes, pour t'asseoir en silence, sentir ton corps et te demander avec une honnêteté absolue, quelle est la première armure que je suis prêt à poser? Pas toutes les armures, juste une, la première. Celle que tu sens déjà quelque part, qui commence à peser plus lourd qu'elle ne protège. Écris-la dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Parce qu'une vérité nommée est une vérité qui commence déjà à se transformer.